Bonjour, je vous propose un voyage dans le monde des livres animés en 2 parties. Nous rencontrerons différents systèmes d'animation inventés par des artistes et des ingénieurs papier avec parfois des comparaisons entre anciens et modernes. On me demande souvent, c'est quoi des livres animés? Ou, mais depuis quand existent-ils? Certains spécialistes pensent que le Liber Floridus, datant de 1121 et conservé à l'université de Gand en Belgique, serait le premier ouvrage manuscrit à système, si tant est qu'un simple pliage puisse constituer un système. Pour moi, c'est simplement une astuce de son auteur, Lambert de Saint-Omer, pour donner plus d'espace à son trop grand cercle et rajouter du texte. Mais c'est au XIIIe siècle que débute vraiment notre parcours de ce qui est animé dans un livre. Le moine bénédictin anglais Matthew Paris serait la première personne à utiliser une rondelle de papier découpée dans son manuscrit Chronica Majora, provenant ici de la bibliothèque Parker de l'université de Cambridge. Les livres manuscrits étant très lourds, Paris considéra plus astucieux de pouvoir tourner un cadran circulaire découpé fixé au livre au lieu de tourner à chaque fois tout le livre. Ainsi apparut la volvelle, du latin volvere, signifiant tourner, tourner autour. Pendant plus de 2 siècles, la volvelle, rondelle de papier indépendante, tournant autour d'un axe central, sera le système principal utilisé dans des manuscrits ou livres imprimés, accompagnés du pliage et du volet. Jacques Dess, libraire d'anciens et spécialiste du livre animé, précise « Il n'y a pas de livre animé sans découpe d'images ». Voici des exemples de livres à volvelle de la Bibliothèque nationale de France. Un ouvrage de cosmographie, le calendrier Calendarium de Johannes Regiomontanus, astronome et mathématicien du XVe siècle. Il serait le premier livre imprimé comportant ficelle et volvelle. Il avait sa propre imprimerie. C'est au tout début de l'invention de l'imprimerie en 1450 que l'on conçoit des systèmes dans des livres. Il n'est bien sûr pas question à cette époque de parler d'albums pour la jeunesse. C'étaient des ouvrages très savants et scientifiques d'anatomie, de géographie et d'astronomie traitant du mouvement des planètes. Voici un des plus beaux ouvrages d'astronomie du XVIe siècle, le Astronomicum Caesareum, dans un format imposant et entièrement colorié, avec 3 volvelles par planche. Nous sortons du monde des volvelles avec les premiers livres utilisant d'autres systèmes, comme cet ouvrage de Salomon de Causse, Pratique et démonstration des horloges solaires. Il comporte 10 figures mobiles en relief et en 3 dimensions. Les Anglais ont été pionniers dans l'utilisation de différents systèmes. Voici la méthode facile de géométrie, contenant 10 planches de figures prédécoupées. Voici un livre pour les croyants et unique en son genre, la confession coupée ou la méthode facile pour se préparer aux confessions particulières et générales, de Christoph Leuter-Brover de 1677 pour la première édition. On y trouve 704 péchés imprimés sur des languettes qui sont glissées sous la marge droite. Il suffit de sortir de la marge les péchés à confesser. Dès la confession terminée, on remet toutes les languettes dans la marge pour que personne ne puisse soupçonner les péchés confessés. Hop, ni vu ni connu. Système astucieux, abondamment réédité au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est particulièrement dans les livres d'anatomie que l'on utilise des volets superposés jusqu'à 15 strates qui permettent de s'enfoncer dans les entrailles du corps humain. D'abord dans des ouvrages universitaires, puis beaucoup plus tard dans des albums pour la jeunesse. Voici 4 époques. En haut à gauche, un livre de Johannes Remelinus, philosophe et anatomiste allemand, originaire d'Ulm, ouvrage imprimé à Augsbourg. En bas, une planche de 1873. Et à droite, un célèbre livre allemand, La méthode de guérison de Platen. Vous remarquerez que la morale interdit certains détails. Puis à gauche, le corps humain, mis en volume par David Pelham, et enfin le corps humain de Joël Jolivet, avec un beau graphisme contemporain où l'homme et la femme retrouvent ce qui leur appartient. Des volets que l'on retrouve aussi dans des publications techniques de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, comme ici dans Le mécanicien moderne qui décortique une voiture ou une locomotive. Les animaux aussi ont droit à cette dissection.
Voici des planches à découper permettant de construire entre autres des pantins articulés qui apparaissent au XVIIIe siècle et seront popularisés au XIXe siècle par l'imagerie d'Épinal ou d'autres imprimeurs, comme avec cette planche pour réaliser des pêle-mêle. Les figures mobiles ou images changeantes avec tirettes, comme ici sous forme d'images à transformation, ont été pionnières dans l'évolution des albums pour la jeunesse, se situant entre le jouet et le livre. Les premières images animées se répandent autour de 1810, d'abord en Angleterre, puis en France et les pays germaniques. On réalise des gravures et des petits livres avec figures mobiles telles que têtes, coiffes, chapeaux et accessoires qui se placent sur différents costumes. Apparaissent les termes figures découpées, mobiles ou mouvantes à images coulissantes. Jacques Dès précise, pour qu'une illustration puisse être animée, il faut d'abord qu'elle soit détachée de son support, extraite de son fond décoratif. Les éditeurs européens vont rivaliser de créativité dans des formes nouvelles et séduisantes. Des images découpées permettent de réaliser des scènes en relief. Aussi très populaires les cartes-jeux du loto, où l'articulation des bras vient cacher les chiffres annoncés. Voici les premiers livres de littérature enfantine où nous allons trouver les toutes premières animations. Très rare, le livre Joujou de Jean-Pierre Bresse, diffusé par la maison Giroux en faible quantité, dont voici des extraits, considéré comme étant le premier livre interactif à tirettes, ici placé dans des encoches, faisant apparaître et disparaître personnages et décors. Déjà dans les années 1820, l'éditeur Augustin Legrand a publié des petits ouvrages aux délicates figures mobiles comme Ernest ou le petit Robinson. Il a édité de remarquables albums mécaniques pour enfants, avec des planches aquarellées à la main et animées par des tirettes actionnant plusieurs personnages en même temps. Jacques Dès, spécialiste de cette époque, présente Legrand comme un inconnu du livre jeunesse et un pionnier des livres à système. Theo Gielen, spécialiste hollandais du livre animé, avait découvert dans une vente la nouvelle école de cavalerie. D'après les silhouettes et les costumes, il pourrait être d'origine anglaise, mais c'est le seul exemplaire connu à ce jour. Ce sont des personnages chevauchant des animaux. La moitié avant du corps des animaux, le haut et le bas des personnages peuvent être échangés grâce à des encoches. Système que nous retrouvons dans ces copies de 4 figurines que j'ai réalisées d'après des originaux vus chez Jacques Dès, origine inconnue dont on peut échanger et mélanger 5 parties de la tête. Nous avons avec ces 2 derniers exemples un aperçu de l'effet comique que nous retrouverons plus tard dans les livres pêle-mêle ou méli-mélo. C'est l'éditeur autrichien Müller à Vienne qui produit le premier diorama ou livre-théâtre, petite scène de la vie humaine, appelé aussi diorama, illustré par Léopold Chimany, pédagogue et auteur d'ouvrages pour enfants. Les rabats se soulèvent à l'aide d'un ruban. Aladdin ou la lampe merveilleuse, édition française d'un album anglais édité par Dean & Son, 15 pages dont 5 dioramas comportant chacun 2 ou 3 gravures aquarellées. Au diorama est fixée une cordelette pour le tirer et le maintenir debout. Grand théâtre en action, édité par Capendu, édition française d'un livre allemand des années 1880. Capendu était le plus grand éditeur français de livres animés de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Le décor tient debout grâce à un ingénieux système de contreforts en carton. Même principe avec ce livre italien d'origine allemande, existe aussi en français sous le titre « Le Grand Théâtre féerique ». Une fête au cirque imprimée en Allemagne et publiée en Angleterre, en France et en Amérique. Il utilise un double système pour redresser les plans à la verticale. Avec cette carte de souvenir de première communion, exceptionnelle par sa taille de 26 cm de hauteur, nous avons, comme vu précédemment, un système qui a été très largement utilisé depuis la moitié du XIXe siècle jusqu'à nos jours, à savoir une scène qu'un rabat relève ou rabaisse sur un angle de 90 degrés, donc une base et un fond vertical avec succession de plans.
Le fameux Grand Cirque International de Lothar Meggendorfer, artiste allemand dont nous reparlerons plus tard. Voici également sa très ingénieuse maison de poupées. Des rabats que l'on soulève pour faire apparaître un décor sur plusieurs plans, comme Promenade dans le jardin de Monet de Francesca Crespi. Et les 4 plumes dans le parc de Percy de Nick Butterworth, ingénieur papier Andy Baron. Voici de nouveau notre célèbre artiste allemand Lothar Meggendorfer, génial inventeur en animation mécanique avec plus de 200 livres d'enfants, dont ceux avec tirette animant plusieurs personnages. Il était également dessinateur et caricaturiste. Les albums originaux datent des années 1880 aux années 1910. Le grand théâtre des automates. On peut admirer le bras articulé. Le génie de Lothar Meggendorfer, pour rendre hommage à ce célèbre artiste par David Pelham au design et Thor Lockvig à l'ingénierie papier, avec une animation sur la couverture. La vie animale de la collection de Larry Zeidman, ici une reproduction avec l'envers du décor, parue pour le 10e anniversaire de la Movable Book Society, l'association américaine de livres animés qui attribue tous les 2 ans le prix Meggendorfer. On voit bien toute la complexité technique. Avant, on utilisait des tourillons en métal qui, avec le temps, rouillaient et abîmaient le papier. Aujourd'hui, on utilise des rivets en plastique. La mère Hubbard animée par Dean Henson, un grand éditeur londonien à l'origine de différents systèmes. Ils étaient imprimeurs et éditeurs. Folie enfantine, 8 chromolithographies à tableau vivant, collection de la BNF. Comptine pour les yeux brillants de nos chers petits, nouvellement traités avec des images mobiles. Un nouveau livre à surprise de Dean avec des tirettes. Le livre d'or, ouvrage très rare de l'éditeur éphémère bavarois Schaller et Kim, qui a édité plusieurs livres à système pendant un court laps de temps entre 1883 et 1885. Ici dans un style manuscrit du Moyen-Âge, avec des personnages sur fond or qui s'animent par tirettes. Autre livre exceptionnel, Le Baron de Montauciel, édité en France par Capendu. Une journée au château, album d'images à surprise, imprimé par Dean et édité par Capendu. Un autre système avec des fils qui positionnent la scène en relief quand on ouvre les pages en plaçant ses doigts sur les pouces dessinés de chaque côté de la page. En route pour le pays de l'image, par Raphael Tuck & Son, éditeur de la royauté britannique, planche en chromolithographie à système panoramique. Enfin, Petits animaux familiers, panorama d'images à voir à l'intérieur, par Ernest Nister. 2 rubans qui sont activés en tournant la page pour obtenir une profondeur sur 2 plans. Voici des images à transformation. Une roue se métamorphose en étoile découpée en 6 branches pour faire apparaître magiquement une 2e image, système largement utilisé par Ernest Nister. Allemand d'origine, il a édité aussi en Allemagne. Il a édité à Londres un grand nombre de jolis livres idéalisant le monde de l'enfance. Images à transformation. L'éditeur Schreiber, près de Stuttgart, a édité fin 19e siècle un grand nombre d'albums de Meggendorfer. Seulement pour enfants sages, toujours Meggendorfer. Plus tard, l'américain Julian Ware crée aussi des images animées étonnantes par tirette ou languette. Petit Sambo, 2 animations par page. Chou-Chou, la petite locomotive. Nous passons à 4 animations.
Le coq, la souris et la petite poule rouge, 5 personnages et décors animés par un système d'une seule roue. Nous montons en gamme avec 7 animations par page dans la Kermesse des animaux de Matéja et animée par Robert de Longchamp. Et 9 animations dans cet abécédaire, également de Robert de Longchamp. Le seul livre contemporain qui fait bouger encore plus de personnages, Nick Nack Paddywhack de Paul Zelinsky et Ingénierie papier d'Andrew Barron, qui reçut en 2004 le prix Meggendorfer. 10 chiffres, donc 10 personnages. C'est assez remarquable, je ne connais aucun autre livre, ancien ou moderne, avec autant d'animations indépendantes animées par une seule languette. Il existe des petits almanachs sur le thème de l'arlequinade, comme celui-ci de la BNF. Ou celui-ci sous forme de programme-jeu d'une pièce turque en un acte représentée au théâtre de l'ambigu comique. Des volets modifient l'image suivant leur disposition. Malgré que l'on soit au siècle des Lumières, remarquez le racisme à l'encontre de l'homme noir, encore une curiosité à l'époque, qui, après le dégoût gestuel de la femme, redevient un prince blanc. Ah, quel plaisir du noir au blanc, sans commentaire. C'étaient donc des images à transformation ou à métamorphose, nous verrons plus tard aussi ce système de pliage dit en accordéon. Un théâtre à transformation en tournant des bandes de pages, très original système que l'on trouve chez Dean & Son en Angleterre et chez McLaughlin aux États-Unis, édité en France par Capendu. Voici une curiosité rare de Meggendorfer avec des pages découpées en 3 triangles. Même type de découpage, mais en 4 triangles, un siècle plus tard, dans ce livre d'artiste de Bernard Granger, dit Blex-Bolex, Oxo. Le système triangulaire est peu pratique et a le désavantage d'être difficilement manipulable. Ordre et désordre animal de James Riddell, qui offre plus de 200 animaux farfelus, sans parler des noms improbables. Nous restons sur 2 bandes avec ce fameux méli-mélo surréaliste de Graham Oakley, toujours réédité. Ce livre a déclenché en moi la curiosité des livres animés et le début de ma collection. Ici, nous avons 3 bandes avec ce pêle-mêle en tissu, la ménagerie Janus de Luc Maigret, collection de la BNF. Un 3 bandes avec la drôle de tante de Meggendorfer, réédité par son éditeur d'origine, Schreiber. Une très savoureuse série sur les costumes par l'illustrateur allemand Walter Trier. On dénombre 8192 possibilités de personnages costumés. Bestiaire universel de Javier Sáez Castan, paru au Mexique, très réussi graphiquement, a été plusieurs fois réédité et toujours en vente. Phaestasme, un 3 bandes de Charles Burns. Le théâtre Clic-Clac d'Eva Johanna Rubin, système original à 2 doubles bandes. Nous montons en gamme avec 5 bandes en profil et face, un casse-tête de Norman Messenger. Nous voici au maximum à ce jour avec ce livre à 17 bandes, 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau. Le pêle-mêle se prête très bien aux figurations comiques animales. Le pop-up, dont nous parlerons plus tard, s'y invite aussi, comme chez les dinos de Stephen Holmes.
Le Leporello, appelé aussi livre accordéon, n'est pas à proprement parler une animation, mais il anime l'espace par le déploiement en perspective d'une scène, d'un paysage. Au départ un simple pliage pour des images trop grandes dans des livres anciens, comme pour des cartes de géographie, il est devenu un système à part entière. Scène de rue de Meggendorfer, un Leporello de 1,30 m de long. De très beaux Leporello du père Castor, ici la côte, existe aussi le fleuve et la montagne. Puis on va incruster un décor 3D qui vient se lever dans les plis de l'accordéon, comme dans Jour de marché de Maggie Bateson, mise en volume par Herman Lely. Et dans La savane de Dominique Erhardt, qui obtient un effet de double accordéon inversé. Un très beau Leporello découpé, le parc de Meggendorfer, une belle longueur de 3,70 m. De nos jours, on utilise la découpe au laser, comme dans ce Leporello moderne Eccentric City de Béatrice Coron. Deux Leporello aussi très réussis grâce à la finesse du laser, Zèbre d'Anne Montbarbon et Alice au pays des merveilles de Sébastien Orsini. Et enfin, Midi pile de Rebecca d'Outremer, 100 pages découpées au laser où l'on s'enfonce littéralement dans l'histoire depuis l'intérieur d'un salon jusqu'au port en traversant parc et ville. Les découpes sont de toute beauté, de véritables dentelles, mais les pages sont délicates à tourner. Les pages découpées ou trouées sont aussi très courantes, comme dans ce très beau Les Métamorphoses du vide, du dessinateur humoristique Maurice Henry, paru en 1955 et réédité en 2018. Les livres tunnels, ou en anglais peep show de papier, furent développés au milieu du XVIIIe siècle par Martin Engelbrecht à Augsbourg. Mais c'était à l'origine des boîtes en bois avec enfilade de décors en carton découpé, finement colorés. Puis, autour des années 1820, apparaissent à Vienne, à Londres et à Paris les tunnels en papier. À travers 1 ou 4 trous, avec ou sans lentilles, on voit une perspective de l'intérieur d'un monument, l'enfilade d'un défilé ou n'importe quel autre événement, comme ici une parade derrière la porte Saint-Denis à Paris, provenant d'une magnifique collection consacrée aux tunnels, éditée en Angleterre par l'Antique Collectors Club. Voici 2 beaux exemples de livres qui se déplient comme les tunnels, mais sans trou d'observation. On voit l'enfilade du décor dans son ensemble. Plus récent, le tunnel Catastrophe d'Edward Gorey et un coffret CD tunnel de Charles Trenet, design par Gérard Lowe Monaco, célèbre ingénieur papier français. Fin de la première partie de notre voyage pour ceux qui veulent faire une pause ou se rafraîchir. Et notre fameux pop-up, quand apparaît-il ? En anglais, il existe 4 expressions pour exprimer l'ouverture d'une double page d'où surgit un décor sans autre artifice. Rise up, se dresser, jump up, sauter, bondir, burst, jaillir, qui se sont regroupés sous le nom plus moderne de pop-up, surgir ou exploser. Jusqu'alors, on pensait le pop-up né dans les années 1930, mais de récentes découvertes le situent maintenant bien avant. C'est Ernest Nister qui aurait créé le premier pop-up avec ce Panascopic en 1895, mais curieusement sans suite dans sa nombreuse production. Puis l'éditeur Capendu va publier ce qui est considéré comme le premier livre avec un pop-up, Les étrennes de bébé, un album d'images à surprise. J'ai recréé le très simple système d'ouverture. Puis paraît en Angleterre le premier ouvrage intitulé Le livre pop-up, avec des personnages qui, à l'aide d'un élastique, surgissent hors du livre. Ce n'est pas encore le système automatique de la double page et il faut rabattre à la main les images dans le livre. En 1932 apparaît de nouveau le terme générique pop-up chez l'éditeur américain Blue Ribbon, tous illustrés par Harold Lenz. Comme pour les livres anciens, aucun ingénieur papier n'est mentionné. Un magnifique Pinocchio devant son abécédaire, et avec Geppetto à l'intérieur d'une baleine, très imaginaire, faisant plus penser à un requin. Des impressions de couleurs comme on n'en fait plus aujourd'hui. Voici 2 éditions du Petit Chaperon Rouge où apparaît comme marque déposée le nom The Pop-Up. Mais l'éditeur Blue Ribbon Press n'en était pas du tout l'inventeur, comme nous l'avons vu précédemment.
Avant, l'éditeur Louis Giraud, en Angleterre, avait déjà eu des publications sous le nom The Daily Express Children's Annual dès 1929, avec en sous-titre « Toutes les images colorées se déploient en relief ». Toujours sans nom de l'ingénieur papier, mais nous savons qu'il avait recruté Theodore Brown, qui a créé toutes ces merveilles de papier se déployant automatiquement. La belle série des Bucano Stories a remplacé les Daily Express de 1934 à 1950, toujours mise en volume par Theodore Brown. Ici le numéro 17, avec un effet magique unique que l'on obtient avec une lumière dirigée sur le haut de la maison qui fait apparaître une petite fée. Franconi déposa un brevet pour son nouveau système d'ouverture entre deux pages d'un livre, comme avec Pinocchio. Voici deux systèmes originaux. L'histoire sautillante de Cendrillon, un système d'ouverture qui redresse automatiquement les figurines. Jolie idée aussi d'une image cachée dans La Belle au bois dormant de John Woolner. Voici un des plus célèbres artistes du livre animé contemporain et un de mes préférés, le Tchèque Wojtek Kubasta. Il est entouré ici de 2 des 12 petits livres très rares à trouver. Beaucoup de contes ont été publiés principalement par l'éditeur de Prague, Artia, et ont été traduits dans 37 langues. Plus de 100 livres à son actif. Il en était l'illustrateur et l'ingénieur papier. Artia ne pouvant pas dépasser sa production de plans économiques quinquennales, Kubasta n'a jamais été publié aux États-Unis, sauf 5 albums exécutés pour Walt Disney dans les années 1970, sans que son nom n'ait été crédité, suivant la politique de Disney. Le Petit Chaperon Rouge. Dans une dizaine de livres de ses premières éditions, il y avait une animation sur la couverture, mais cela n'a pas été repris dans les éditions suivantes. Une très jolie série intitulée Tip et Top, dont voici 2 exemples. Kubasta a inventé pour ses livres une ouverture en éventail que l'on voit bien ici. Le chien Tape les accompagne souvent dans leurs aventures. Kubasta a réalisé un grand nombre de panascopiques, certains exemplaires avec un texte et d'autres sans, plus réservés comme décoration festive. Il se déploie entre 2 couvertures cartonnées, d'où surgissent en pop-up d'abord ce camp indien, puis le Santa Maria, navire de Christophe Colomb, et enfin cette ferme. Plus récent, Le village des contes de fées, réalisé par le studio Intervisual Books. Un autre système avec des personnages et des décors dessinés à plat sur une feuille, puis découpés pour être pliés à la verticale, comme dans ce joli petit livre allemand, 4 contes, avec un dessin tout en délicatesse. Même système de découpage ici avec la célèbre série des années 50 de l'éditeur de Mulhouse, Lucos. Ces livres n'ont jamais été exportés, c'est une production totalement hexagonale pour cette époque. Tous comportent des gravures découpées et redressées, ce qui apporte immédiatement une profondeur de champ. Une particularité, aucune date n'est mentionnée sur ces livres, sauf un, celui sur Lourdes, grâce à l'imprimatur accordée par l'évêché de Strasbourg en 1958. Nous avons ici une vraie curiosité. Les 17 livres de catéchisme publiés par l'Église catholique salésienne de Hong Kong entre 1957 et 1964 par le révérend Mario Koeritsa. Chaque livre contient 20 tableaux avec figurines et décors rajoutés devant un fond, avec parfois des volets, des rabats ou des tirettes par fil. Ils furent publiés en 6 langues, en français, anglais, italien, espagnol, portugais et chinois. Sur les 340 scènes au total, on peut en trouver de savoureuses. Ici, où il est écrit « l'unique et vraie Église qui dit la vérité », donc la seule qui vous apprend que 2 plus 2 égale 4. Les Chinois devaient sans doute déjà en avoir une
petite idée. Une jolie série de l'artiste tchèque Rudolf Lukeš, qui fut décorateur de cinéma dans les années 40, avant de s'intéresser, comme on disait, aux images spatiales dans des livres. Si c'est bien l'éditeur tchèque Artia qui publia ces livres, c'était pour l'étranger et pas pour les lecteurs tchèques. Il utilisa le système de la languette entre les deux pages qui tire l'image pour la mettre en relief. Mais nous avons aussi des pop-up qui utilisent très simplement l'espace entre deux pages, avec l'aventure de Bomba, de Sedi et Pavlin, deux merveilleux artistes tchèques. La nouvelle grande aventure des pop-up s'étend des années 1960 aux années 1990 et ils furent presque tous réalisés par le studio américain Graphics International, devenu Intervisual Books, en 1975 à Los Angeles. Créé par Waldo Hunt, surnommé le roi du pop-up. C'est en découvrant l'artiste tchèque Kubasta que Waldo Hunt est devenu le plus important producteur et initiateur en innovation de livres pop-up. Plus de 1000 titres à son actif. La majorité des livres de cette époque furent confectionnés et imprimés en Colombie, à Cali, par Carvajal. Beaucoup furent édités par Hallmark et les éditions Rouge et Or en publièrent une grande partie en France, dont la fameuse et la plus vendue à ce jour, La Maison hantée de Pienkowski, mise en volume par Thor Logvik. Waldo Hunt reçut en 2000 l'unique prix Meggendorfer donné pour avoir inauguré le deuxième âge d'or des livres pop-up. L'île aux monstres, illustrée par Ron Vandermeer, mais les ingénieurs papier sont Thor Logvik et John Strejan, alors que Vandermeer est lui-même un grand ingénieur papier. Et voici justement un très beau architecture sur un texte de Dejan Sujic, mis en volume par Ron Vandermeer. Avec Tarzan, il faut mentionner Ib Pennick, danois d'origine qui a été reconnu comme le plus créatif des ingénieurs papier dans la résurgence des pop-up des années 60 aux années 80. Il a déposé plusieurs brevets pour des techniques de fabrication de pop-up. Il a conçu plus de 130 livres. La magnifique série didactique sur la vie des animaux de National Geographic, entre 1986 et 1995, parmi la dernière à avoir été imprimée en Colombie. Elle a redynamisé l'essor du livre animé et sa popularité. 3 grands ingénieurs papier, recrutés par Waldo Hunt, ont assuré le succès international de ces livres, toujours Thor Logvik, mais surtout James Roger Diaz et John Strejan. L'artiste David Carter a réalisé une très belle série innovante de 6 livres qui nous projettent dans un univers sculptural abstrait, comme ici Un point rouge, pour lequel il reçut le prix Meggendorfer en 2006, et 600 pastilles noires. Une autre série étonnante de 15 petits livres, dont seulement 8 ont été publiés en France. Les mini-pops du dessinateur Kimika Warabe, mis en volume par Koichi Saito. Une véritable bible pour ingénieurs papier débutants où une foison de systèmes sont réunis dans un si petit espace de 9 cm sur 8. Dans Traces de David Pelham, on trouve du celluloïd qui donne l'illusion de 2 papillons en liberté. On peut remarquer qu'un pop-up en maquette blanche est souvent plus poétique quand il n'est pas surchargé de couleurs. Et voici un autre système, le carrousel, dont les couvertures se rejoignent dos à dos, fixées par un ruban pour former une histoire dans une succession de décors sans début ni fin. Composé de scènes découpées sur 2 ou 3 plans dans une perspective triangulaire. Un très réussi La Belle et la Bête, de Roland Pym. C'est au début des années 1950 que Folding Book édite à Londres au moins 7 petits carousels. 2 très beaux carousels, à gauche Lagon Bleu de Philippe Huget et à droite un carrousel d'artistes, Space Opera, réalisé en 50 exemplaires par Claire Andlauer et Tristan Perriton. Une ouverture spectaculaire avec Mon beau bateau pirate de Steve Cox et Ingénierie papier de Nick Denchfield. L'image pop-up ne veut plus seulement surgir vers le haut,
elle va vouloir prendre l'air en s'échappant du livre par les côtés. D'abord par petites touches avec ce loup mal en point dans Le Petit Chaperon Rouge de Marjorie Priceman, animation de Bruce Foster. Dans Planes de Keith Mosley, un avion semble se détacher du livre pour en faire le tour. Le pop-up prend ses aises de chaque côté avec ce bateau de guerre dans Ships, ingénierie papier de David Hawcock. Ou en quittant le livre comme dans China Pop-up de Kit Lowe, talentueux ingénieur papier de Hong Kong. La muraille de Chine se déplie sur 80 cm. Et La cité interdite de Wang Wei, important ingénieur papier chinois actuel. Le pop-up s'étire carrément sur 2,80 m. Ce livre a reçu le prix Meggendorfer en 2021. Une avancée vers le spectateur, belle animation inventée par Sabuda qui surprend toujours le lecteur, avec ce groupe issu des chroniques de Narnia du même Sabuda. Le pop-up va aussi exploser hors du livre, Comment trouver les fées des fleurs de Mary Barker, mise en volume par Richard Ferguson. La fameuse arche de cartes à jouer dans les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. À gauche, celle de James Roger Diaz, composée d'une surface plane en accordéon. Et à droite, celle de Robert Sabuda, avec des cartes qui virevoltent dans toutes les directions. Et enfin, cette magnifique explosion de Philippe Huget dans Robopop, livre d'artistes sérigraphié en 120 exemplaires. Les Américains Robert Sabuda et Matthew Reinhardt sont les magiciens des livres animés contemporains avec une complexité inimaginable de pliage dont ils sont devenus maîtres. Après Meggendorfer et Kubasta, ce sont les plus prolifiques et inventifs ingénieurs papier au regard de leurs nombreuses productions. Ingénieurs et dans leur cas très appropriés. En plus du papier et du carton, nous trouvons d'autres matériaux dans la mise en 3D des images, tels par exemple le papier de soie avec ce magnifique dragon dans Monstres et Dragons de Sabuda et Reinhardt. Très belle texture métallisée avec effet irisé dans Le Magicien d'Oz de Sabuda. Il reçut en 2002 le prix Meggendorfer. Une grande tendance de nos jours, faire le pop-up qui émergera le plus haut, un exploit à chaque fois remis en question. En voici des exemples. Le livre de la jungle de Reinhardt, encore plus haut avec Transformers de Reinhardt, franchise du dessin animé avec un immense robot qui a reçu en 2014 le prix Meggendorfer. Le dragon et le chevalier de Sabuda. Mais c'est dans son livre Lego que Reinhardt a obtenu la plus haute élévation à ce jour. Obtenu uniquement, je le rappelle, juste en ouvrant les pages. Enfin, cette tour de Babel, dans la Genèse, de Chuck Fisher, mise en volume par Bruce Foster, un autre grand ingénieur papier américain. Je précise que Bruce Foster a pris la direction de la revue trimestrielle américaine Movable Stationery, éditée par la MBS, la société américaine de livres animés. Le contraire du plus haut, aller le plus bas avec ces inondations en cascade, et une très belle idée d'ouverture dans Brave sorcière Nonna de Sabuda et Reinhardt. Reinhardt s'est spécialisé dans l'exploitation de nombreuses franchises qui le stimulent à inventer à chaque fois de nouveaux systèmes étonnants et lui offrent la possibilité de l'exubérance et de montrer tout son savoir-faire. Il peut faire plus de 25 essais pour chaque pop-up afin d'arriver à ce que tous les pliages d'une grande complexité s'imbriquent les uns dans les autres, sans télescopage pendant l'ouverture ou la fermeture. Un vrai défi. Avec ce camion dans Transformers, il arrive à une double image spectaculaire, passant du camion au robot avec une seule tirette. Et dans Jurassic World, 2 dinosaures étonnants de complexité et si vivants. Voici un exemple avec Game of Thrones, qui se déploie sur une grande surface, avec la première et quatrième de couverture qui se séparent. Dans ce cas, il est encore manipulable et son ouverture compréhensible. Alors que Reinhardt arrive avec ce chemin de traverse, tiré de Harry Potter, à une complexité limite. Faut-il être soi-même un ingénieur papier pour en comprendre l'ouverture et la fermeture ? Trop de pliages contraints et serrés qui n'offrent pas au papier la possibilité de se déployer librement.
Combien de fois un tel livre sera-t-il ouvert? Mais maintenant, c'est le designer Simon Arispe qui nous éblouit. Épaulé par Matthew Reinhardt, il a en lui aussi un don pour les pop-up spectaculaires avec ce magnifique Les 7 épreuves de Rostam. Il reçut en 2018 le prix Meggendorfer pour la légende du roi serpent Zahak, tirée également d'une légende perse. Une magnifique utilisation mécanique du fameux double décor obtenu avec une seule tirette. Système, je le rappelle, inventé par Reinhardt. Mais j'aime aussi la simplicité poétique de Si j'étais un ours polaire, écrit, illustré et conçu par le poète multimédia américain John Drives. Et le superbe Feuille du merveilleux artiste japonais Katsumi Komagata, une édition tactile pour non-voyants. Si la Colombie a été l'imprimeur principal des années 60 aux années 90, c'est la Chine qui prit le relais avec d'autres pays d'Asie en offrant aux éditeurs des tarifs de fabrication compétitifs grâce à une main-d'œuvre nombreuse. Voici un extrait de 3 minutes d'un reportage réalisé par Sabuda dans l'atelier thaïlandais qui fabriquait leur livre commun avec Reinhardt sur les dinosaures en 2005. Après l'impression des images, on prépare une plaque de mousse dense pour l'insertion des pièces d'emboutissage. Fabrication des pièces métalliques d'emboutissage pour chaque élément de la planche. Les planches sont prédécoupées. On arrache le papier superflu sur une bonne épaisseur autour des planches. Travail très physique comme on peut le voir. Enfin, on retire de chaque image tout le papier inutile, on débouche les trous. Commence alors l'assemblage et le collage. Vous remarquez qu'une tablée ne s'occupe des éléments que d'une double page, et toujours la même. Chaque ouvrier est préposé au même point de colle ou de montage. On n'imagine pas un robot faire ce travail. Enfin, pas encore. Comme le précisent les éditeurs, chaque point de colle a un coût, donc ces livres sont de plus en plus chers à fabriquer. Sabuda nous informe que 25 000 livres peuvent être imprimés en une semaine et qu'il existe en Chine des ateliers de 3 000 employés. La double page fait le tour de la table en passant de main en main. Au final, toutes les doubles pages sont réunies pour être collées dans la couverture, symboliquement montrée ici. Mais la Chine ne se contente plus de fabriquer les livres produits à l'étranger. Il y a maintenant d'étonnants ingénieurs papier locaux qui conçoivent des livres extravagants, ayant pour sujets principaux les épopées légendaires et les grandes batailles historiques des dynasties chinoises. On ne peut s'empêcher de penser à l'empreinte laissée par Sabuda et Reinhardt, dont les systèmes de pliage et d'animation ont fortement influencé les artistes chinois. Voici les seuls systèmes qui font bouger une scène où il n'y a pas d'image découpée. D'abord avec le système anglais Motograph d'images animées, donnant des effets de moirage ou une feuille de celluloïd rigide sur laquelle sont gravées de très fines lignes horizontales noires et glissées sur la gravure pour ajouter du mouvement à certaines lignes imprimées de l'image. Dans cet incendie, l'effet de l'eau et du feu est saisissant. Avec l'ombro cinéma, le mouvement apparaît proche du dessin animé. Voici l'exemple le plus simple.
Dans ce cas, l'image est bien lisible car les lignes noires sont égales en largeur avec l'espace vide. Cette égalité ne peut donner que deux mouvements. C'est donc notre œil et notre cerveau qui se chargent de remplir les manques. Un autre exemple plus récent avec Gallop de Rufus Butler Seder, premier livre d'une série parue à partir de 2007 sous le terme de scanimation. Plus de fluidité avec une image composée de 6 mouvements. Au-delà, l'image ne serait plus visible à cause de la trop grande largeur des bandes noires nécessaires pour cacher les phases du mouvement. C'est le fait de tourner les pages qui anime l'image en tirant sur le transparent. Il y a plus de magie ici. L'exemple le plus sophistiqué est ce livre du japonais Takahiro Kurashima, entièrement réalisé sur ordinateur. Cela donne des effets totalement inattendus et surprenants. Un autre style d'animation avec Safari, design de Dan Kainen, utilisant le principe lenticulaire comme les cartes postales ou autres publicités, encore plus fluide, plus cinéma, mais la netteté en pâtit. On ne peut pas parler d'images animées sur papier sans mentionner les fameux flipbooks ou folioscopes. Vous en trouvez de toutes les tailles et le répertoire graphique et photographique est infini. On attribue à l'anglais John Barnes Linnet le premier brevet pour un flipbook en 1868. C'était simplement des images animées 27 ans avant l'invention du cinéma photographique des frères Lumière en 1895. Petit cinéma de poche que l'on tient du bout des doigts en feuilletant avec le pouce. En allemand et en anglais, on dit justement cinéma pouce. Le livre d'images parlantes, d'origine allemande, était un livre sans animation où on tirait des cordelettes qui actionnaient des soufflets et donnaient des sons d'animaux ou autres. Puis au XXe siècle, du vrai son est arrivé dans les livres grâce à une petite carte mémoire. Au début, de petites piles boutons enterrées dans la couverture faisaient l'affaire, mais une fois épuisées, impossible de les changer sans détruire le livre. Puis est apparue une petite trappe en plastique pour changer les piles et finalement, mais encore très rare, un logement pour des piles bâtons normales, donnant au livre sonore une vie éternelle. Grâce au LED est apparue la lumière pour des effets plus spectaculaires. Ou en combinant les deux, comme dans ce livre chinois, couverture lumineuse et musique à l'intérieur. Voici un livre américain utilisant des piles bâtons, Paysages d'oiseaux, sur le chant des oiseaux, premier livre en stéréo avec 2 haut-parleurs et ingénieuse découpe pour faire passer le son à travers les pages. Ingénieur papier, Gene Vossoff, René Jabloff et Andy Baron. La création de livres animés en France va rester très marginale au XIXe et début du XXe siècle, jusqu'à devenir de nos jours une importante et copieuse production grâce à toute une promotion d'artistes et d'ingénieurs papier plus imaginatifs et plus créatifs, graphiquement parlant, que beaucoup de blockbusters franchisés américains ou chinois. Une belle innovation avec Dans le secret des galeries de Cécile Jacou, avec 5 dioramas sur 8 plans chacun, pour une épaisseur totale du livre de 1 cm. Il se décline aussi en livre d'artistes fait main en quelques exemplaires pour collectionneurs. En voici quelques exemples. Philippe Huget qui a fait des livres sérigraphiés remarquables, ici avec Recordman, sur le sport en 100 exemplaires. Un superbe livre Hop Scène d'Ivan Sig, dessinateur talentueux, malheureusement son seul livre animé. Œil pour œil de Cyril Buffet et Antoine Paris, copie unique. Des totems dans ma tête de Mathilde Bourgon, contenant 9 pop-up en 10 exemplaires, et vous voyez en bas sa déclinaison commerciale, mais contenant seulement 6 pop-up. De Nicolas Caudron, La Tour des Horreurs, livre d'artiste et édité, et le superbe Calligramme réalisé en 50 exemplaires.
Numéro de Camille Renaud, fait en fil, cordelette, métal et papier, en 15 exemplaires. À tire d'aile de Camille Magot, un Leporello 3 faces en 8 exemplaires. Labyrinthe de Bernard Duisit, en 15 exemplaires. Des escaliers se déploient entre 2 couvertures. Enfin, Marion Bataille reçut en 2010 le prix Meggendorfer pour son très réussi et inventif abécédaire Hop Up, fait en 30 exemplaires et qui a eu la possibilité de le faire publier dans de nombreux pays. Pour terminer, je ne voudrais pas laisser de côté la grande nouveauté pour un livre animé, la réalité augmentée. Comme dans ce livre de la compagnie Claire M et Adrien B, pour Claire Barden et Adrien Mondeau, Aqua Alta, la traversée du miroir, inspiré de leur travail vidéo sur scène, mis en volume par Éric Singelin, jeune ingénieur papier. Une application dans une tablette accompagnée de musique permet de donner vie au décor 3D avec des animations que l'on peut visionner sous tous les angles en tournant autour ou vu de dessus. Pour des raisons pratiques, c'est le livre que je fais tourner, mais quand on utilise la tablette, on peut presque se mettre au niveau des personnages et les suivre. Mais il faut toujours être dirigé sur le livre. Très bel effet de vague avec les pages. Peut-être un jour verrons-nous dans la grande épopée des livres animés des photos ou images mouvantes comme dans la Gazette du Sorcier, journal du monde magique d'Harry Potter. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre voyage en compagnie de plus de 230 livres animés, livres à système ou livres à transformation. Vous avez maintenant une idée de ce qui peut être animé dans un livre. Le choix a été difficile pour aborder les différentes facettes de cet objet en papier imprimé. Il y aurait tant d'autres albums et artistes à vous faire découvrir, mais heureusement leurs créations sont visibles dans quelques rares expositions. Malgré la technologie informatique de la réalité augmentée et des inventions futures, la magie du pliage et de l'animation papier, pleine de poésie, aura toujours ma préférence. Je vous laisse divaguer dans cet espace imaginaire. J'espère avoir éveillé en vous un intérêt pour ce monde magique qui fait depuis si longtemps, comme on dit, le bonheur des petits et surtout des grands. Je vous remercie de m'avoir écouté.